Mais si vous avez encore des doutes sur des détails qui incarnent l'intention de la loi, sachez que dans la loi El Khomri, il y a le fait que maintenant le patron décide de quand débute la semaine. Vous êtes tout bête comme moi, vous croyez que c'est le lundi. Ah, ben non. Le patron a le droit de décider que c'est le mercredi. Vous me direz, mais quel est l'intérêt de la semaine le mercredi? Eh bien, j'ai l'accord que propose le BHV de Paris, là, à côté, aux organisations syndicales de Paris. Il décide que la semaine commence effectivement le mercredi, comme ça le dimanche est le 5e jour. Et par rapport à ce qui est écrit dans les textes, il n'y a pas besoin de le majorer. Et le repos compensateur qui est attribué pour le dimanche, il est dit qu'il y a un repos compensateur, mais il n'est pas écrit dans la loi qu'il faut le payer. Donc ils vont le donner, quand même. Mais le lundi et le mardi, sans qu'il y ait un seul jour, un seul centime de payer en plus. On dirait, c'est fait, d'ailleurs c'est fait, vous savez, les technocrates qui ont fait ça derrière la loi Macron, c'est du cousu de main, c'est de l'orfèvre avec le MEDEF pour arriver à ça, d'une loi sur l'autre. Moi j'étudie ça depuis la recodification, je me suis tellement bagarré. J'ai 30 ans de vie avec le code du travail. Quand on est inspecteur du travail, on le possède par cœur, on sait chaque souffrance qui est entérinée dans telle branche par ceci, par cela. Le code du travail, c'est un droit intime, c'est un droit vital, c'est un droit essentiel, même pour ceux qui ne le connaissent pas. Le code du travail, c'est une construction historique, sociale, qui est le produit des rapports de force sociaux et de lutte. Il est fait de sang et de sueur, de lutte et de larmes. C'est ce que Badinter ne comprend pas. Parce que moi, j'ai beaucoup de... Badinter, dans sa lutte contre la peine de mort, a honoré l'humanité entière. Mais dans son truc contre le code du travail, il se déshonore. Ce qu'il fait est une... On ne peut pas réécrire le code. 2 cerveaux, 10 cerveaux, une commission Théodule ne peuvent pas le faire. Parce qu'il est le fruit de rapports sociaux. Dans un hôpital, vous avez 271 métiers. Les textes qui arrivent à parler de l'hôpital dans les différents aspects du code, ils sont de quelque chose, d'une lutte sociale. Aucun cerveau va penser à régler la taille de la chaussure de sécurité ou du balai pour passer la serpillière pour pas qu'on ait mal au dos. Et aucune commission ne peut le faire. Ce code a été élaboré par la force des choses, par des LE, des grèves, 1920, 1936, 1945, 1968. Donc, et il est le produit de ça. On ne peut pas le régler, on peut le renforcer, on peut le modifier, mais on ne peut pas régler, c'est comme une œuvre d'art en péril. C'est l'humanité qui est dedans. Le code du travail est l'indice du développement d'une civilisation. Si vous dites que 2 cerveaux au sol, qui s'appellent Badinter ou Lyon-Camp, d'ailleurs Lyon-Camp a changé de camp depuis je me suis fait avoir. Mais si 2 cerveaux croient qu'ils vont faire le préambule du code, on a immédiatement des trucs épouvantables. Par exemple, ils mettent le travail des enfants sera interdit en dessous de 16 ans, point. Sauf si la loi en décide autrement. Alors on peut travailler à 8 ans à nouveau, comme du temps du docteur Villermé. On me dit, mais on t'exagère. Bah non, parce que maintenant vous avez le travail des enfants à 14 ans, c'est Villepin qui l'a permis pour l'apprentissage. Ils peuvent travailler de nuit et de dimanche à 15 ans. Et il manquait plus encore que des protections. L'inspecteur du travail a été consulté avant qu'il soit mis sur des machines dangereuses ou avant qu'il monte par exemple sur des échelles, des marchepieds ou des escabeaux. C'était interdit. Et bien là, ça s'est pas passé dans la loi, c'est passé par décret sous Rebsamen entre le 1er février 2015 et le 1er mai 2015. Et bien maintenant, les enfants peuvent monter sur des escabeaux, des échelles ou des marchepieds parce que les patrons disaient sinon, je ne vous prends pas. Et avant, il y avait une autorisation pour protéger un môme devant une machine dangereuse. Maintenant, l'autorisation n'est plus préalable. Alors, le texte du décret Rebsamen, il dit l'enfant pourra monter, enfin l'apprenti, pourra monter sur une échelle à condition que ce soit temporaire et qu'il soit averti avant des risques qu'il encourt. Enfin, le 17 mars dernier, à côté de Rennes, il y a un môme, il est monté sur une échelle dans le bâtiment, il est tombé de l'échelle, il y avait une trémie en dessous, il s'est tué. Et je cite toujours le cas du môme de 14 ans et demi quand même, qui était dans une boulangerie à Mulhouse, le 10 novembre 2010, je sais encore la date parce que j'avais fait l'article dessus, ils l'ont mis à nettoyer un pétrin sans surveillance dans une boulangerie industrielle, le pétrin s'est remis en route et l'enfant a été broyé. Alors, je dis ça parce qu'après, c'est désincarné le code. Hein. Moi, il y a 3 semaines à Agnières, il y a un jeune, il avait 19 ans, il était au 4e étage de son échafaudage, mais l'échafaudage était mal fixé et il n'y avait pas de point d'accroche pour son baudrier. Il est tombé, il s'est tué. Je veux plus de code.
Je veux plus de contrôle. Je veux plus de sanctions. Je veux pas qu'il y ait 500 morts par an. Il y a 500 morts par les accidents du travail. Il y a 4500 handicapés du travail. Il y a 650 000 arrêts du travail chaque année, même pour un motif bénin. Il y a des dizaines de milliers de maladies professionnelles qui ne sont pas contrôlées. On me dit, t'exagères, Philoche, tu crois que c'est Zola, c'est plus Zola. Mais c'est pire que Zola. Parce que c'est plus les coups de grisou qui tuent, 1099 morts, c'est les accidents cardiaques et vasculaires. Il y en a 250 000 par an. La moitié, demandez à tous les profs, ils sont liés au travail. Moi, avant que je prenne ma retraite, il y avait un gars, il avait 54 berges, il était rédacteur en chef adjoint dans un grand journal, avenue 4 septembre, il sort d'une journée de 15 heures. Il marche le long du boulevard, il tourne au Richelieu, il s'effondre, infarctus massif, il décède. Qu'est-ce qu'elle dit la boîte? C'est pas un accident du travail. Est-ce que c'est un accident du trajet? Elle dit non. Il était cardiaque. Ah bah ça c'est sûr, sinon il ne serait pas mort. Mais il ne serait peut-être pas mort ce jour-là s'il n'avait pas fait de journée de 15 heures. Vous devez rapporter la limite de la durée du travail à la protection des gens, à l'emploi et à la protection des gens. Et donc en vérité, le Code du travail, c'est vraiment des règles. Et il n'y en a pas assez. Parce qu'on me dit, mais pourtant quand même, c'est ce que Weber me disait tout à l'heure, pourtant quand même, regarde partout ailleurs, il y a moins de chômage qu'en France. Alors c'est bien à cause de notre code? Je dis non, c'est à cause de nos patrons. Parce que sur le fond, il n'y a pas de volonté d'embauche. Ils ont encaissé 41 milliards sans embaucher. Et la vérité, c'est que ce n'est pas le code, comme je l'ai dit au début, c'est les carnets de commandes. Si vous n'avez pas de carnet de commandes, vous n'avez pas forcément besoin d'embaucher, évidemment. Et d'autre part, si vous n'avez pas de carnet de commandes, c'est parce que vous n'avez pas de salaire, les gens n'ont pas d'argent. J'expliquais ça l'autre jour dans une télé, et ils ont une crise de la viande. Enfin, il y a 10 millions de gens dans ce pays qui n'ont plus de sous pour acheter de la viande. Ils mangent une fois de la viande, 2 fois de la viande, encore pas de la bonne, 3 fois ou 4 fois dans le mois. Donc la vérité, si vous voulez sortir de la crise de la viande, augmentez les minima sociaux, augmentez les salaires, et vous en sortirez de la... Mais pour tout le reste aussi, mon éditeur qui me dit, oh mais tu parles pour l'augmentation des salaires, Gérard, mais moi j'ai 12 salariés, mais je dis, mais tu vends pas de livres non plus. Parce que si les gens avaient des sous, ils achèteraient plus de livres, et tu t'en tirerais pour payer tes salariés. Prends la machine dans ce sens-là, pas à l'envers. Et donc la vérité, c'est vous avez des règles, vous augmentez les salaires, vous relancez l'économie. Vous dérégulez et vous baissez les salaires, vous avez la crise que nous connaissons de façon permanente depuis tant d'années. Alors on se dit, mais pourquoi ils sont bêtes? Parce que parfois on me dit, mais alors ils sont méchants de faire ça. Ils ne voient pas leurs... Mais si, c'est leurs intérêts, parce que leur marge augmente. La seule chose qui augmente, c'est leur marge. L'année dernière, la France est recordman en Europe de distribution de dividendes. Ce n'est pas vrai, ça ne va pas bien pour les entreprises. Elles ont tout reconstitué. On me dit, ah ouais, les petits patrons, alors ne confondons pas les petits patrons, les grands patrons. J'en ai marre de répondre ça à toutes ces questions, parce que quand on me met dans des émissions de télé, à Europe 1, le matin, ou à RMC, c'est tous les petits patrons qui appellent. Bon, bah, c'est vrai, il y a 10 millions de petits patrons, mais ils sont surexploités, ces petits patrons. Ils bossent 12 heures, 14 heures par jour pour s'en sortir. Mais pourquoi? Parce que tous les donneurs d'ordre qu'il y a au-dessus leur font payer cher la marchandise qu'ils utilisent. Même le boulanger paye cher son pétrin, et puis la farine, le prix de la farine, il augmente parce que les gros de l'agroalimentaire ont décidé comme ça. Il a du mal. Et comme le petit patron, il ne sait pas toujours réfléchir, sans être méchant avec lui, il croit que c'est bêtement, s'il fait travailler plus son ouvrier, son apprenti, ou etc., qu'il va s'en sortir. Il ne pense pas que c'est le prix du pétrin et le prix de la farine, du gros qui est au-dessus, qui l'emmerde. Et pourtant, c'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça qu'il faut toujours jamais tomber dans le piège des patrons par rapport au Code du travail. Moi, je le fais systématiquement. Je dis, dans ce pays, il y a 1000 entreprises, 1000, de plus de 1000 salariés d'ailleurs, qui font 50% du produit intérieur brut. Une fois que vous avez bien ça gravé dans la tête, vous voyez que les 1 200 000 entreprises autres ne font que l'autre partie. Et qu'en France, 97% des entreprises ont moins de 50 salariés. Et, parce que l'autre jour, j'avais un, c'est RMC, il me dit, oh mais moi, je voudrais peut-être un code pour les petits, plus pour les grands, mais ça existe déjà. T'as pas de comité d'entreprise en dessous de 50, t'as pas de CHSCT en dessous de 50, t'as pas de délégué syndical en dessous de 50. Ah mais j'ai des délégués du personnel. Mais à partir de 11, et il n'y a même pas 10% des entreprises comme nous. N'est pas pleurer. Et en Allemagne, je le répète, c'est à partir de 5. Alors quand on voit qu'on nous sort le modèle allemand, qu'à mettre à partir de 5 comme chez eux. Donc en vérité, les arguments sur les rapports entre l'économie et le droit, ça prend pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans cette loi?
Donc j'ai dit, on peut négocier le repos quotidien. Alors, il peut être fractionné. C'est 11 heures. On peut négocier le tarif de l'heure supplémentaire. On peut aller jusqu'à 12 heures. Alors on peut aller jusqu'à 60 heures. Faites attention, ils ont reculé entre la première version de la loi et la deuxième version. C'est-à-dire qu'avant, ils levaient l'autorisation de l'inspecteur du travail pour aller travailler jusqu'à 60 heures. Alors, je vais vous expliquer un petit détail là-dessus. 60 heures, on pouvait dire oui, je l'ai dit tout à l'heure, pour sauvetage en mer et incendie de forêt. Mon directeur départemental à Paris, en 2003, contre mon avis, avait dit oui pour les graveurs sur marbre. Je vous laisse méditer. On est en septembre 2003. Travailler exceptionnellement 60 heures pour les graveurs sur marbre. La canicule, les tombes, graver les tombes. Et moi je dis, il a le temps, les morts peuvent attendre pour graver les tombes. Il ne voit pas pourquoi on aurait une autorisation pour 60 heures. Et mon directeur départemental dit, si, il faut donner l'autorisation pour 60 heures. Je vous donne ça parce que la notion d'exceptionnel est donc interprétable de façon différente. Sauvetage en mer, oui, on ne va pas s'arrêter. Mais graver les tombes, il n'y a aucune obligation. Mais vous appréciez, dans la négociation qui peut être passée, l'argument que vous utilisez. Et si le patron est graveur sur tombe, et qu'il y a l'année dernière en France, vous savez, c'est triste l'année dernière, 2015, elle était lamentable pour beaucoup d'aspects, mais elle est lamentable du point de vue démographique. C'est la première année, on a 50 000 naissances de moins, 800 000 au lieu de 850 000, et on a 40 000 morts de plus. C'est-à-dire qu'au grand la canicule de 2003, l'année dernière, il y a eu 40 000 morts de plus que l'année d'avant. Et il a fait chaud, mais ça ne s'est pas vu. C'est des mêmes effets, en gros. Il y a grippe et canicule, ça commence à être un peu étudié, mais les mêmes effets. Je dis ça parce que vous pouvez toujours trouver des arguments dans la vie réelle pour justifier ça. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se fier à la négociation au cas par cas. Vous êtes bien obligé d'avoir une règle qui soit commune. Hein, bon, alors, après, qu'est-ce qu'il y a 40 heures pour les apprentis, au lieu de 35 heures. Pourquoi 10 heures par jour pour l'apprenti, au lieu de 8 heures. L'apprenti est à 14 ans. Hein. Moi, je suis contre l'apprentissage à 14 ans. Pour 16 ans. Alors on me dit, oui, mais ils s'emmerdent à l'école. On a qu'à rendre l'école intéressante pour eux. C'est pas leur faute. D'accord. Donc, les durées du travail, elles doivent être d'ordre public social, depuis le docteur Villermé. D'ordre public social. Ce qui est terrible dans Badinter, c'est qu'il n'y a plus de chiffres. Par exemple, il dit le bulletin de paye doit être remis avec régularité et périodicité. Il a oublié le mot mensualisation. Ça coûtait cher de le mettre? Ben oui, ça coûtait cher. Parce que c'est évidemment pour changer ça qu'il ne le met pas. Alors, il n'y a pas que ça. Vous avez tous les principes Badinter sont vidés de sens. C'est-à-dire, c'est plus que de l'eau tiède. Et à tous les coups, ça permet un mélange entre, c'est aussi un point qu'il faut traiter au fond, entre le salarié et la personne. Alors moi, j'avais des copains députés, je leur en veux pas, mais je me suis un peu foutu d'eux parce que je dis Christian, il me dit c'est bien, regarde, il y a la personne, elle est préservée dans sa dignité, dans les droits, relations de travail. Ben, je dis oui, mais c'est la personne. Ben, il me dit où est le problème? Ben, je dis dans le cas du travail, on met le salarié, parce qu'il y a une relation contractuelle, avec toutes les obligations qui vont avec. Si tu remplaces, on est dans le domaine du droit, là. Tu remplaces par la personne, eh ben c'est le VTC. Il n'est pas salarié. Il a une relation commerciale avec son employeur. Il est indépendant. Bon, et par exemple, Macron avait commencé par modifier l'article 2064 du Code civil. On avait trouvé avec mon copain Richard Abozit l'année dernière, on était les premiers à voir ça. Les gens nous disaient non, c'est pas sérieux et tout ça, c'est pas sûr. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? Il modifiait l'article du Code civil qui disait que toute relation de travail relevait du Code du travail. Donc vous pouvez avoir une relation de travail qui ne relève plus du Code du travail, donc elle relève du droit civil et commercial. Et dans Badinter, vous avez un mélange mixte entre le contrat de travail et l'indépendant. Mais vous savez, le VTC, je vais faire le commentaire, moi. Le VTC que j'avais interviewé en revenant de BFM, d'ailleurs, le gars, il avait 25 ans. Il me dit, j'ai besoin de failli, il faut que je m'en sorte et tout. Il venait de la banlieue, je comprenais très bien. Je lui dis, vous avez fait combien d'heures aujourd'hui? Il me dit 20 heures. Je lui dis, vous faites combien dans la semaine? Il me dit, en ce moment, 110, 120. Il me dit, ma mère m'a cousu 2 couvertures pour que je puisse dormir dans la voiture. Je lui dis, mais vous pouvez payer les cotisations? Elle me dit non, pas en ce moment, parce que j'ai eu un accident de tôle il y a 3 semaines. Donc il a fallu que je paye, je ne peux pas rouler avec une voiture abîmée.
Je dis, ça vous a coûté combien? Il me dit 1600 euros. Ben, il me dit, je les rembourse. Ben, je dis, vous avez demandé à Uber? Ben, il me dit, oui, mais ils volent pas, c'est ma voiture. C'est moi. Et je dis, quel rapport avec Uber? Il me dit, j'ai envoyé une lettre recommandée, puis une deuxième, ils ont menacé de me donner de course. Alors j'ai arrêté. Je dis, bon, mais alors? Ben, il me dit, moi là, je vais faire 1200 euros à 120 heures par semaine. D'accord. J'ai fait une connerie ce jour-là, intime pour moi, parce que j'allais le lendemain faire un meeting à Pau, il fallait que je parte de chez moi, l'avion décollait à 6 heures, je ne pouvais pas y aller en RER, ni en machin, ni en Orlyval et autre chose. Je lui dis ça, il me dit, oh, je vais venir vous chercher demain matin. Je sens l'embrouille, je ne dis rien, je me laisse faire. Je descends de chez moi le lendemain matin, et il m'avait donné son portable, alors je fais le numéro, la voiture était garée là, il avait dormi derrière. Il ouvre la porte arrière. Et il m'a dit, oui, j'habite à Argenteuil, je n'allais pas rentrer à minuit et quart pour revenir vous prendre à 4h30. Et voilà ce que vous arrivez à voir. Et l'indépendance et l'auto-entrepreneur surexploité, ça baisse le coût du travail de 50% par rapport à un précaire. C'est sûr. C'est-à-dire que vous avez une double attaque. Vous avez une attaque contre les droits du salariat, mais vous avez aussi une attaque contre le salariat. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que, lisez l'Opinion, le Figaro, les Échos, ils vous disent le salariat recule en tant que tel. Et là, je raconte toujours l'anecdote, si vous me permettez, du film de Pontecorvo, Gilles Pontecorvo. Vous savez, celui qui a fait la bataille d'Alger, si vous connaissez, c'est un bon cinéaste. Et il a fait un film qui s'appelle Quemada, que je vous invite à voir et à retrouver. Q-E-I-M-A-D-A, qui est sur la révolte des esclaves à Haïti. Et l'acteur est un héros, c'est Marlon Brando. Et les esclaves se soulèvent. Les propriétaires terriens les tuent, les esclaves se soulèvent encore, les propriétaires terriens les tuent encore. Et puis, comme les esclaves vont gagner, c'est un film à très grand spectacle, il y a une assemblée des propriétaires terriens et Marlon Brando leur dit, écoutez, arrêtez avec les esclaves. Pourquoi vous les libérez pas? Ça vous coûte cher, les esclaves. Vous êtes obligés de vous payer les enfants, de payer le logement, les vieux, les femmes, etc. Mais arrêtez, faites-en des salariés. Vous ne les paierez que quand vous aurez besoin d'eux. Et il arrive à convaincre de cette façon-là. Parce que les tout débuts du salariat, en gros, c'est les VTC. Ils n'ont pas de droit, ils n'ont pas de protection. Dans l'accident, c'est leur faute. Le chômage, c'est leur faute. La maladie, c'est leur faute. La retraite, c'est leur problème. Ils sont payés juste pour l'acte productif. Et l'histoire du salariat, c'est comment on échappe à ça. C'est-à-dire, on est payé avec le salaire net toujours pour l'acte productif, mais avec le salaire brut, on a reconquis ce que les esclaves avaient, c'est-à-dire que des cotisations pour payer la reproduction de notre force de travail pour resservir et avoir du salaire net. Et c'est comme ça que les cotisations sociales font le logement, les enfants, la maladie, le chômage et la retraite. Les cotisations, ils appellent ça une charge. Dans cette salle, je ne vais pas vous faire le numéro habituel. N'utilisez jamais le mot charge. Si vous avez quelqu'un qui l'utilise, vous lui tapez dessus. Arrête. Moi, j'avais gagné une fois en Hollande, il y a 10 ans, mon bureau national a dit charge sociale. Oh, pardon, Gérard, cotisation. C'était pas gravé dans sa tête, je crois. C'était juste un moment opportun. Mais les cotisations, c'est ce qu'il y a de plus bon, c'est pas une charge. Et donc, c'est la construction du salariat qui est en cause. Parce que si vous retournez au VTC, à l'indépendant, à l'auto-entrepreneur, alors vous vous démerdez avec votre partie de cotisation et vous payez selon ce que vous pouvez. Et ils ont plein de problèmes, le RSI, parce qu'ils sont trop peu nombreux. Parce que l'histoire du salariat et des indépendants en France, elle vaut la peine d'être dite à ce stade de mon exposé. Parce que le salariat, c'était 55% des actifs en 1945, et les indépendants étaient 45%. Agriculteurs, paysans, tout ça, c'était énorme. Et ils n'ont pas voulu s'affilier aux caisses de sécurité sociale, parce qu'ils disaient, avec les salariés, ça ne marchera pas, tout ça. Donc ils ont eu leur propre caisse. Sauf que l'histoire, depuis 70 ans, a tranché en faveur du salariat. C'est d'ailleurs pour ça que le droit du travail est devenu aussi important. C'est parce que 93% des actifs sont salariés. Et les indépendants ne sont plus que 7%. Pour ça, le RSI se casse la gueule. Et quelle est l'opération aujourd'hui? Destruction des droits du salariat et attaque contre le salariat, c'est de réaugmenter les indépendants et de baisser le salariat qui coûte trop cher à cause des statuts qu'il a obtenus.
Alors après, vous écoutez Macron. Macron, il dit aux jeunes, cherchez pas des patrons, cherchez des clients. C'est simple à dire. Et il l'explique avec vigueur. Il dit, je suis pour une société sans statut. Et Attali dit, l'avenir du salariat, ce sera pour l'élite. Tous les autres ne seront plus salariés. J'ai eu un débat à la chaîne parlementaire avec une fille de Challenge, là, Ghislaine Oppenheimer, une bourge que je déteste, qui me dit en face de moi, vous vous rendez compte, monsieur Filoche, les jardiniers du Sénat sont fonctionnaires. Mais j'en suis resté une minute avant de comprendre bien ce qu'elle disait. Elle était en train de dire qu'il fallait qu'ils soient horticulteurs indépendants et qu'on les commande pour les feuilles, la coupe des feuilles au printemps et le balayage des feuilles à l'automne, et que c'était pas normal qu'ils aient un statut pendant le reste de l'année. Et vous appliquez ça à tous les métiers, les femmes de ménage, les profs à domicile, les informaticiens qui viennent réparer votre machine, etc., etc. Et vous avez une nébuleuse de non-salariés indépendants qui se reconstitue sans droit, sans code, sans salaire, sans horaire. Et c'est là le double mouvement qu'on assiste dans la loi El Khomri, puisque le préambule dit Badinter, le préambule permet la mixité de la personne et du salarié, de l'indépendant et du contractuel, et commence à changer le rapport avec le donneur d'ordre. Alors là, il faut que je fasse mon petit sketch habituel, je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais qu'est-ce qui caractérise un contrat de travail? C'est un lien de subordination juridique permanent. Dans l'entreprise, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de citoyenneté. Vous êtes subordonné. Et en échange de la subordination, vous avez un code du travail avec des droits spécifiques. C'est la particularité dans notre pays et dans un certain nombre d'autres. Et ce que fait le MEDEF, il a fait un colloque sur la soumission librement consentie. En anglais, je dis toujours qu'il est mauvais, mais c'était compliance without pressure. Le colloque a duré 3 jours, il était salle Wagram, il était dans leurs locaux de Wagram, et il était très simple. Il consistait à dire comment vous participez à égalité avec votre patron dans l'entreprise, et par conséquent, vous n'avez plus besoin de ce fameux droit protecteur qui intervient pour vous protéger des exigences de la rentabilité. Et alors, c'est pour ça que je suis... mon autre sketch, je m'excuse pour ceux qui le connaissent aussi, mais c'est quand je rentrais dans les entreprises comme inspecteur et que je trouvais des DRH qui me disaient « Monsieur l'inspecteur, je vous présente mes collaborateurs ». Et à chaque fois, je faisais l'âne. Je disais « Vos quoi ? Vos collaborateurs, c'est des clandestins, vous ne les avez pas déclarés, ils ne sont pas sur le registre du personnel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Chaque fois, le DRH me disait « Mais non, monsieur l'inspecteur, bien sûr, ils sont salariés. » Je dis « Mais pourquoi vous les appelez collaborateurs ? On ne peut pas être à la fois subordonné et collaborateur. Dans la langue française et en droit, ça ne marche pas. Puis regardez mon code du travail, il n'y a pas le mot collaborateur. Pourquoi vous les appelez comme ça et pas salariés? En termes juridiques, c'est salarié. Ah, mais monsieur l'inspecteur, je ne comprends pas pourquoi vous me dites ça. C'est pour les honorer qu'on dit ça, c'est pour les valoriser. Si on a eu le mot collaborateur dans le code du travail, on dit 245, 46, je ne suis pas totalement sûr que ça aurait été valorisant. Et la DRH de me répondre, bah oui, mais on n'est pas de la même génération, on ne voit pas les choses pareilles, etc. Alors moi je dis, écoutez, pourquoi ces salariés? Parce qu'ils sont subordonnés, dans l'entreprise, parce que eux, c'est le même challenge, c'est le même défi. Et le même bateau, enfin jusqu'à ce que le patron parte avec le bateau, et vous restez amarré sur le quai du pôle emploi, et vous apercevez que vous n'êtes pas collaborateur du tout. Donc, vaut mieux, et je termine toujours la discussion en disant, madame, écoutez, il n'y a même pas de discussion, moi je fais du droit, je suis inspecteur du travail, c'est salarié, vous me parlez de salarié, et chaque fois que vous me parlez d'autre chose, je ne comprends pas. Bon. Mais c'est important, hein, parce que c'est toute la bataille idéologique entre la subordination et la soumission, entre l'individu isolé et le salarié pris collectivement, entre le droit collectif et l'individualisation de chacun des droits soumis au bon gré de l'employeur dans un accord d'entreprise, et à la fin de la loi Myriam El Khomri, avec un compte personnel d'activité. Alors ça même ce soir, il y a encore quelqu'un qui a dit, ouais, enfin, c'est Martine. Elle a dit à la fin, encore que le compte d'activité, enfin ça reste une petite rognure là, qui pourrait être positive. Je disais rien, parce qu'elle n'est pas positive non plus. Le compte personnel d'activité, ils l'ont inventé maintenant,
C'est ce qui semblerait compenser l'aspect positif de la loi, vous allez en entendre parler. Alors, c'est parce qu'en plus, par exemple, que la CFDT soit pour, mais c'est une carte personnelle. Alors, comme la carte vitale, m'a-t-on dit. Alors, sur la carte personnelle, on va marquer vos droits. Alors, vous aurez un droit avec le compte épargne-temps. Alors, je vous signale que, perso, je suis assez hostile au compte épargne-temps. Vous allez me trouver archaïque, hein, parce que comme je suis pour les 3-8, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos, 8 heures de travail, je suis aussi pour que les gens prennent leurs congés payés. Ah ben non, vous pouvez les épargner. Ah bon? Il y a même dans la fonction publique un décret qui dit que maintenant, les héritiers peuvent bénéficier du temps épargné en cas de décès du fonctionnaire. Ah oui, si vous allez décéder plus vite si vous prenez jamais vos conseils. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est écrit dedans. Hein. Moi, alors il ne reste plus que 12 jours incompressibles de congé. Les autres, vous pouvez ne pas les prendre. Et maintenant, vous pouvez les vendre. Et par contre, les additionner. Ils vont rentrer sur votre carte. Après, il va rentrer la formation. Alors la formation, avant, c'était un droit individuel à la formation. Maintenant, c'est une carte, c'est-à-dire un compte personnel permanent de formation, CFP. Et alors, ça veut dire qu'avant, votre droit, c'était 120 heures de formation pour 6 ans. Maintenant, c'est 150 heures sur 42 ans. Mais ça sera inscrit sur votre carte. Mais après, vous aurez le compte pénibilité. Là, je commence à vous dire que personnellement, je suis aussi contre. Je suis vraiment un archéo, moi. De chez Archéo, le compte pénibilité. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est la pénibilité pour les éboueurs? Leur espérance de vie est à 58 ans. Ils avaient la retraite à 50 ans. On leur retire la retraite à 50 ans, négociée par convention collective, et on va regarder la pénibilité. Alors, selon que le gars, il a le début du cancer dans le coude gauche et la fin du cancer dans le genou droit, si ça ne se développe pas, ça ira. Si ça se développe, il pourra peut-être partir plus tôt, 1 an avant sa mort. Je suis contre ça. Je suis contre compter individuellement. Je suis pour que ça soit 50 ans pour tout le monde. S'il y en a un qui vit jusqu'à 90 ans, grand bien lui fasse. Mais que ça soit négocié collectivement et qu'on ne mesure pas le bestiau à la déformation du coude ou de la rotule. Donc je suis contre. Mais là, ça va sur la carte, compte pénibilité. Et ensuite, vous aurez... Alors, mais qu'est-ce que ça va servir cette carte? Alors on m'a expliqué, mais non, c'est pas pour l'employeur. Ils ont même mis une loi, oui, le chômage, les jours de chômage, les indemnités, les droits rechargeables du chômage. Ensuite, après, il y a écrit, c'est pour vos droits en Europe, parce que c'est une directive européenne au départ de ça, pour que votre carte, vous puissiez la présenter d'un pays à l'autre. Et alors, elle sert à quoi votre carte? Ils ont mis, le patron n'aura pas le droit de la demander à l'embauche. Qu'est-ce qu'a pensé à ça? Il y a quelqu'un qui a pensé mal, là. Pour le demander à l'embauche. Mais qu'est-ce que c'est, il est bizarre. Vous venez à votre embauche, vous n'allez pas présenter votre carte. Patron, il va pas... Ah si, il va vous la demander. Ah, mais vous avez le droit de refuser. Enfin, vous n'êtes pas embauché. Et puis vous lui donnez la carte. Il regarde, mais le gars, il a 120 heures de formation, et il a 200 heures de compte épargne-temps. Je ne le prends pas. Pourquoi je paierais pour le compte épargne-temps qu'il a eu dans l'entreprise voisine? El Khomri, elle nous a présenté tout ça comme un progrès. C'est-à-dire que vous avez économisé des jours dans une boîte, et vous allez dans l'autre, vous y aurez droit. Ah ben là, elle ne connaît pas les entreprises. Je vois pas le patron qui va accepter de payer les congés que le gars n'a pas appris dans l'entreprise précédente, mais pas une seule fois. Et donc en vérité, cette carte à quoi va servir? Le patron va vous contrôler à l'embauche. Déjà qu'il contrôle à la débauche, ils ne veulent plus de contrôle en fait. Maintenant, ils vont vous trier à l'embauche. Vous savez que ça a déjà existé, ça s'appelait le livret ouvrier. C'est entre la Révolution française et Napoléon III qui l'a aboli en 1856. L'ouvrier devait mettre toutes les entreprises où il était, et quand on se présentait à l'embauche, il avait un livret avec tout ce qui était marqué de ses passages dans telle boîte, tel boulot, tel boulot, tel boulot. Et quand on s'est battu contre le livret ouvrier, donc le tri à l'embauche, contre les syndicalistes ou les têtes résistantes, eh bien on s'est battu pour qu'il y ait l'anonymat dans le contrat de travail, dans le certificat de travail, et qu'il n'y ait plus que la date de départ et la date d'arrivée. Et maintenant, on vous refait une carte avec tout votre pédigré, il prévoit 18 droits dans le compte personnel d'activité, et quand ça sera monté, vous serez exactement comme la ferme des animaux, à pouvoir vous présenter avec votre carte ad vitam, ils vont trouver un nom, par rapport à vital. Regardez bien, ad vitam. Ad vitam. C'est pas éternel. Ouais, pas éternel, ça c'est clair. Et donc c'est la compensation dans la loi El Khomri. Bon, je ne vous ai pas tout fait, je trouve que
J'aurais dû vous parler des CDD. Il ne me reste plus 2 minutes, 3 minutes. Écoutez, c'est paradoxal l'affaire des CDD. Ils ont, dans l'ANI, à l'époque, taxé les CDD en disant on va en limiter le nombre. Alors vous savez qu'ils étaient déjà taxés à 10%, plus 4% pour le chômage. Donc un CDD, le patron payait 14% de plus. Ils ont fait des taxes selon les catégories de CDD, 1 mois, 2 mois, 3 mois, au-delà, de 0,5%, 1,5% et 3%. Ça n'a dissuadé aucun employeur, qui du coup se sont rabattus sur l'intérim, parce que là, c'était à 15%. Donc ça devenait, les CDD devenaient plus chers que l'intérim. Donc vous avez eu un transfert, une explosion des CDD courts et un transfert vers l'intérim. Bon. Donc ils n'ont pas... Voilà. Ils ont changé d'avis dans la loi Rebsamen, puisque le 17 août dernier, ils ont permis 3 CDD de suite au lieu de 2. Pour des gens qui prétendaient s'opposer au CDD, c'est pas très réussi. Alors ce soir, vous dites, oui, mais c'est parce que les jeunes sont embauchés en CDD. Alors je reviens sur mon explication précédente. Ils sont embauchés en flux, mais pas en stock. Et que les comptes CDI, c'est la norme. Entre 29 ans et 54 ans, 97% des contrats sont des CDI. On me dit, oui, mais maintenant, les gens changent tout le temps, il faut qu'ils en fassent plusieurs fois dans leur vie, tout ça. C'est pas vrai. Le CDI augmente. Il est passé de 9 ans et demi en moyenne à 11 ans et demi, pour plein de raisons. D'abord que les gens s'accrochent à leur boulot. Et la deuxième raison, c'est que les entreprises qui fonctionnent n'ont pas besoin de CDD. Elles ont besoin de CDI. Les entreprises qui marchent, c'est avec des salariés bien formés, bien traités, bien payés. C'est dans les économies défavorables, en cascade, en chute, et dans les pays pauvres, que vous avez des intermittences en permanence. Dans les pays riches, avec des qualifications, des formations, vous avez besoin de CDI. On me dit, ah, mais bon sang, ça renverse tout ce qu'on me dit tous les matins sur France Inter. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais alors pourquoi ils disent ça si ce n'est pas la vérité? Parce que c'est plus important pour eux de vous faire croire que le CDD est la norme ou la généralité que le CDI. Parce que si les gens se disent, ah ben bon sang, tout le monde est en CDI en fait, ben, les gens vont se syndiquer. Ils vont demander des augmentations. Donc il faut leur remettre la précarité sur la tête, même si ce n'est pas vrai. Donc c'est vraiment de la propagande idéologique, la précarisation. Ça n'est pas, il n'y a pas de nécessité économique à la précarisation. Mais en rogne encore plus, c'est quand on dit c'est à cause de la mondialisation. Mais rien à voir. Mais strictement rien à voir. Les CDD pour les jeunes, c'est du bizutage politique. C'est pas des nécessités économiques. C'est pour vous faire courber les chines avant qu'on vous concède en général, vers l'âge de 29 ans, le fameux CDI. Il n'y a qu'à regarder la statistique, les boîtes, les cas, c'est tout comme ça. Et en plus, maintenant, ils font les CDD pour les jeunes, font pour les femmes, pour les immigrés, et ils veulent le faire pour les seniors. Et vous avez le corps du salariat, c'est-à-dire en fait le plus stable, le plus productif, le plus qualifié, lui, il est en CDI. Voilà. Donc en vérité, on peut argumenter très bien contre l'affaire des 3 CDD, que j'ai trouvé, moi, ça m'a choqué, cette histoire de commencer le quinquennat en disant on est contre les CDD, de les taxer pour qu'il y en ait moins, et finalement de dire bon, on permet qu'il y en ait plus, 3 de suite. C'est vraiment... En plus, encore une fois, il y a de la mémoire de poisson rouge là-dessus. Alors après les temps partiels. Les temps partiels, c'était un plancher à 24 heures. Najat Vallaud-Belkacem, à l'époque, qui s'occupait des droits des femmes, avait crié victoire en disant « C'est fantastique, je me rappelle de son communiqué en février. C'est une avancée !» Bon, il n'y a plus d'avancée, c'est fini. Bon. Et pourtant, vous savez, la France est le pays qui a le moins de pourcentage de contrats de moins de 20 heures. C'est-à-dire 5,5, quelque chose comme ça. En Allemagne, ça doit être 11,2. Partout ailleurs. Bon. Et en fait, les petits boulots, le désengage existe beaucoup plus en Allemagne, beaucoup plus en Angleterre, ce qui masque les statistiques du chômage. Et d'ailleurs, tout à l'heure, au Bureau national, il était cohérent. Il a dit, bon, peut-être que ça masque, mais tant mieux. J'ai mieux les gens qui ont des petits boulots comme ça que les gens qui n'en ont pas. Et donc, vous poussez la logique du décortiquage jusqu'au bout. Donc à la fin, vous êtes VTC, j'ai déjà entendu des gens qui disent c'est mieux qu'ils soient VTC plutôt qu'ils tiennent les murs à Grigny. Et j'ai entendu ça de la part d'un ancien député. Ben oui, c'est la logique absolue où vous détruisez les droits en disant que, évidemment, les marges au-dessus montent. Ce que la théorie de tous ces gens, c'est de dire que vous allez dégager des marges et après ça va faire du bien à toute la société, l'économie va repartir. C'est la théorie dite du ruissellement. C'est la fameuse image des verres de champagne en cascade. Vous versez du champagne dans le verre du dessus, puis ça coule dans tous les verres en dessous. Si vous êtes en bas, vous finissez par avoir une goutte. D'accord? Mais ça ne marche pas comme ça, évidemment.
Moi, je dis toujours, c'est le contraire, c'est pas la théorie du ruissellement, c'est la théorie du siphonnement. C'est-à-dire qu'il pompe, il pompe, il pompe, il pompe, il siphonne, il siphonne, il siphonne, et la destruction du code du travail, c'est d'enlever tout ce qui empêche de pomper, tout ce qui empêche de faire remonter l'argent vers le haut et les marges vers le haut. Ah, donc on comprend à peu près ce à quoi on a affaire. Après, on est étonné du langage, que ce soit la direction du Parti Socialiste, en plus, non, ils sont même pas, au BN, ils étaient pas pour. Que donc ça soit des gens issus du Parti Socialiste, avec des technos, Combrexel. Combrexel, c'est le virus Ebola du Code du travail. C'est lui qui a déjà fait ça entre 2004 et 2008. Quand j'ai dit ça à France Culture, il a refusé de débattre après. Mais j'étais fier de ma formule. Parce que le gars a vraiment fait que ça. C'est un très haut fonctionnaire pervers et qui connaît tous les détails du code, et je suis parfois étonné des trouvailles qu'il est capable de faire pour faire distribuer des prospectus gratuits sans qu'il y ait de contrat de travail, pour faire rediscuter le portage salarial, pour faire rediscuter l'émiettement des complémentaires, etc. C'est des artistes de ce côté-là. Ils nous tuent avec du savoir-faire, et en plus avec un mépris. Ils disent, vous ne connaissez pas le peuple. Pujadas, au journal télévisé, vous avez vu ça? Il présente le code, il dit 1,4 kg. En image de propagande. Réfléchissez bien, c'est terrifiant. Ça veut dire aux gens, c'est votre code, c'est pas pour vous. Vous l'avez pas lu. Et comme dit Michel Delaunay par tweet en ce moment à tout le monde, le million qu'a signé contre le code, mais combien l'ont lu? C'est insolent, elle l'a pas lu elle-même, elle n'en a rien à foutre. mais c'est insolent. 1,4 kg. Il est obèse, disait Badinter. Obèse. Alors, l'argument, il faut y répondre parce que sinon on s'en sort pas. Moi, j'ai toujours mon argument. Le code, c'est l'édition d'Alloz. En fait, il y a 675 pages de loi. C'est pas 1,4 kg, c'est 250 grammes. Il y a 3300 pages de commentaires pour les arrêtés, les décrets, la jurisprudence, les commentaires de la jurisprudence, les glossaires et les sommaires. C'est comme si vous éditiez Françoise Sagan amendée par Marcel Proust. Il faut prendre les images aux gens pour dire qu'il n'est pas obèse, qu'il n'est pas gros, etc. Et après vous leur dites, mais si vous trouvez qu'il est gros, allez regarder le code des impôts, regardez le code civil, regardez le code pénal, regardez le code du commerce, regardez le code de l'agriculture. Il y a combien? Il y a 25 codes au total, ils sont tous plus gros. Pourquoi ils s'en prennent à celui-là? Bon. Et alors ensuite vous avez Pérou. Pérou était pas mal. À des paroles et des actes, il avait sorti le code 3900 pages, c'est ça qu'empêche de travailler en France. Et après, il avait sorti un petit texte en disant ici, c'est le code du travail suisse, regardez, il est tout petit, c'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage en Suisse, il n'y a que 5% de chômeurs. Alors là, il mentir, le nombre de mensonges concentrés est exceptionnel. Devant Cambadélis, tu as parlé. Oui, qui m'a dit après, t'aurais dû me le dire, Gérard. Je suis pas spécialiste. Tu t'es fait entuber parce que tu pouvais répondre qu'il y avait 600 pages de loi, et deuxièmement, tu pouvais surtout lui dire qu'il n'y a pas de code du travail en Suisse. Et que ce qu'il était en train de montrer, c'était un traité sur la paix au travail entre les cantons suisses qui date de l'après-guerre. Parce qu'en Suisse, le droit du travail, c'est du droit civil, et pas un code du travail. Mais aux États-Unis aussi, c'est du droit civil. Et là, allez voir un film qui s'appelle In the Air, avec George Clooney, où le gars joue le rôle de licencieur, il est dans l'avion tout le temps, quand il atterrit, il licencie. Et le licenciement, c'est sans motif là-bas, sans procédure et sans motif. On vous appelle, on vous donne votre petit carton avec vos 2 crayons qui restent, et on vous met 2 gardes du corps pour que vous sortiez de l'entreprise sans parler à vos collègues, et vous n'avez plus le droit d'y revenir. Ça, c'est voilà, In the Air, George Clooney. Vous voyez ce film, c'est drôle, quoi. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même là-bas du droit civil. Il n'y a pas de droit du travail. Donc les gens vont quand même aux tribunaux. Et donc il y a des pages et des pages de droit civil consacrés au droit du travail. Vous savez combien il y en a aux États-Unis? On a fait le calcul. 36 000. Vous imaginez Bayrou sortant les 36 000 pages en disant c'est ce qui permet de travailler aux États-Unis. Je dis ça pour pousser les choses jusqu'au bout quand même. Et où est la fin d'une anecdote? Vous savez, aux États-Unis, il y a combien? C'est Obama qui l'a dit, il y a 24 000 meurtres par an. Boum, 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 boum. Mais dans les 24 000 meurtres par an, il y a 200 patrons. Tu m'as licencié mal, boum. 200 chaque année qui se font flinguer. Je le dis aux patrons français. Vous êtes sûr de ne plus vouloir les prud'hommes? Vous êtes sûr de vouloir des licenciements sans motif? Vous êtes sûr de ne plus vouloir le droit du travail?
Peut-être que vous devriez hésiter. Bon allez, Merci. question.